Chers apprenants, dans le cadre des vidéos précédentes, nous avons eu à aborder la question de la méthodologie, notamment de la dissertation juridique, et nous avons eu à faire les recours et les contours de toutes les questions méthodologiques liées à la forme. Donc, dans les vidéos du second semestre, vous allez nous comprendre sur le fait que nous n'allons pas nous épancher, nous attarder sur vraiment le détail de la forme. On considère que la mayonnaise est prise. Mais ici, nous allons, comment ça s'appelle, nous intéresser à un sujet lié à l'Arabie pré-islamique, cette période qui est appelée la Jahiliya dans la littérature musulmane, c'est-à-dire la période qui précède la naissance de l'islam. L'islam comme étant une religion nouvelle d'une part, mais d'autre part une religion qui a amené avec elle sa propre conception du monde, une organisation du monde qui est en fait complètement en déphasage avec ce qui se faisait dans le monde pré-islamique. Donc ici, nous allons nous intéresser à l'État arabe pré-islamique, notamment aux institutions qui ont vu le jour dans cette période, et nous allons les analyser. Alors, parmi ces institutions, on note, comment s'appelle, une institution capitale qui s'appelle la tribu. Nous l'avons vu dans la vidéo qui présentait d'une manière générale le cours. Alors, la tribu, ce qui nous intéresse à son niveau, plus particulièrement, c'est la protection, la question de la protection tribale. Et nous allons voir dans l'analyse de notre sujet pourquoi cette question nous intéresse autant. Alors, avant toute chose, d'abord, nous vous montrons là, à l'image, comment s'appelle, une carte de l'Arabie dans son ensemble, c'est-à-dire l'Arabie globalement. Et là, l'objectif, c'est de vous montrer que il y avait une activité intense qui était, voilà, une activité commerciale, à travers les routes commerciales, caravanières, matérialisées par les successions de traits. Et les routes commerciales aussi maritimes matérialisées sur la carte avec leur direction et tout, c'est pour montrer que c'était en fait un espace qui présentait une intense activité commerciale. Et pourtant, c'est un espace où il n'y avait pas d'État. Nous allons voir sur ce qui suit. Alors, sujet, le contrat de Douala. Replacer le sujet dans son contexte, il le faut, à travers l'étape d'amener le sujet. On replace le sujet dans son contexte. Quel est le contexte du sujet d'une manière générale? C'est une société arabe marquée par l'absence d'État. Il n'y avait pas d'État du tout. Il n'y avait pas d'organisation qui en fait avait la dimension étatique telle que nous le connaissons en droit. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à la place de ces États? On avait ce qu'on appelle des tribus, l'organisation tribale, qui était un micro-organisme constitué par un ensemble de familles, un ensemble de lignages, un ensemble de clans. Alors, c'est ce grand ensemble qui faisait la tribu, et cette tribu, comment s'appelle, prenait la place de l'État et se mettait dans des habits d'apparat de l'État, notamment en assurant la sécurité des biens et des personnes. Et il y avait aussi une règle de rattachement, une règle d'appartenance à la tribu, comme toute bonne organisation. Une simple association nécessite au moins quelques règles d'adhésion. Alors, a fortiori, une tribu qui est une sorte de patrie, et une patrie à laquelle on ne s'agrège pas n'importe comment. Il faudrait impérativement y être agrégé selon un lien de rattachement naturel, ce qui est très normal, et qui est ici matérialisé par le ius sanguinis, et ce qu'on appelle un lien de rattachement artificiel qui est matérialisé par notre sujet qui est le contrat de Douala. Bref, nous avons dans cette étape, nous sommes partis des considérations générales de l'Arabie pré-islamique pour, au fur et à mesure d'avancer, vous vous en êtes rendu compte, le paroi de notre entonnoir s'est rétréci, de sorte que la sortie, en tout cas ici, qui s'offre à nous, c'est le contrat de Douala. Et c'est cette manière qu'il faut amener le sujet. Replacer le sujet dans son contexte, partez du général si vous voulez, mais au fur et à mesure de descendre, arrangez-vous à ce que votre sujet soit la seule sortie possible et imaginable.
Ensuite, il faut définir le contrat de Douala. Ici, c'est une étude de notion. On va pas revenir là-dessus. Mais malgré que ce soit une étude de notion, ici, il est préférable de définir d'abord la notion de contrat d'une manière générale en droit comme étant un lien juridique générateur d'obligations et maintenant de définir ensuite le contrat de Douala en particulier. Autrement, qu'est-ce que le contrat de Douala a de Douala pour mettre une petite dose d'humour. Alors, une fois avoir défini spécifiquement le contrat de Douala, mettre l'accent sur les parties au contrat. Ensuite, les liens juridiques qui en résultent, qui résultent du contrat de Douala, montrer et enfin la fin du contrat de Douala, ce qui a pour vertu de préparer notre problème juridique que nous allons poser après en prenant en compte ces trois dimensions que nous avons énumérées. Donc, poser le problème juridique ici, c'est tenir compte de la triple dimension induite par le contrat de Douala. Notamment, on l'a vu, comment s'appelle, sa condition de formation, les effets produits par le contrat de Douala et enfin la fin du contrat de Douala. Donc le problème juridique qu'on doit poser doit prendre globalement en compte toutes ces dimensions. Ensuite, poser, c'est ça, un problème juridique qui embrasse toutes ces dimensions et nous croyons que le meilleur ou la meilleure question apte à prendre en compte toutes ces questions, c'est la question des caractères du contrat de Douala. De toute façon, en disant quels sont les caractères du contrat de Douala, on pourra d'abord montrer des caractères liés à la forme de ce contrat de Douala, mais aussi les caractères liés au fond du contrat de Douala. Alors, l'intérêt du sujet ici, c'est d'abord une contribution au fameux débat qui a surgi il y a longtemps entre les juristes, entre l'existence d'un État, condition de la naissance du droit. En tout cas, le contexte de l'Arabie pré-islamique s'inscrit en faux. Le contexte arabe pré-islamique montre qu'il pouvait y avoir un droit sans nullement l'existence d'un quelconque État. Eh bien, le sujet aussi nous permet de saisir un peu ce qu'il y avait de spécifique dans le modèle arabique parmi les sociétés antiques, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Le cours d'histoire du droit en première année a pour objet d'étudier les sociétés antiques, leurs institutions. Donc, ceci est une sorte d'enrichissement. Et enfin, la réalisation de missions d'intérêt général, mais dans le moule d'instruments privés. C'est comme un peu dans le monde médiéval européen, où en fait, le pouvoir royal entre en décadence, où la féodalité vient à s'installer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait des missions régaliennes de l'État pris dans le cadre ou pris en compte dans le cadre d'un contrat de fief. Là également, on voit des missions en fait qui seraient dévolues à un État avec tout ce que ça a de public, avec tout ça, avec tout ce que ça a d'intérêt général. On verra cela pris dans le compte ou pris en compte dans le cadre ici d'un instrument privé qu'est le contrat. Donc, pour répondre aux problèmes que nous avons soulevés, pour répondre à tous ces soucis, nous avons proposé un plan de résolution ainsi structuré. D'abord, en grand 1, nous avons décidé de voir les caractères formels du contrat de Douala. Parce qu'après tout, le contrat de Douala est un certain lien juridique unissant deux individus et créant des obligations, mais ici c'est le moment de le dire et d'y insister. Le contrat de Douala est un contrat solennel, hautement solennel, mais nous allons dans le détail voir comment ça c'est un contrat hautement solennel. En grand 2, nous allons voir les caractères matériels du contrat de Douala, mais parce que oui, il y a formalité dans le contrat de Douala, mais aussi il y a contenu, il y a fond, il y a des caractères en fait saillants qui rendent le contrat de Douala un peu spécifique, nous allons le voir. Donc, revenons-en à notre 1, les caractères formels du contrat de Douala. Nous verrons les conditions de formation. La première formalité induite dans le contrat de Douala, c'est d'abord les conditions de formation du contrat de Douala, où en fait ça ne se fait pas, comment ça s'appelle, en catéménie, où ça ne peut pas se faire dans une chambre, où ça ne peut se faire ailleurs que devant la Kaaba. La Kaaba qui est longtemps considérée comme un lieu saint, un lieu depuis l'Arabie pré-islamique, un lieu, comment ça s'appelle, inviolable, un lieu en tout cas
engorgé d'un certain contenu mystique et religieux. Et vraiment, le contrat de Douala, scellé devant cette Kaaba, avec, comment s'appelle, le témoignage de tous ces gens-là, ceci constitue une sorte de viatique, une sorte de formalité, comment s'appelle, assez fort en tout cas, pour garantir la validité du contrat de Douala. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte aussi en grand B que cette formalité de fin, ou plutôt que cette formalité, cette solennité suit le contrat de Douala jusqu'à sa fin. Mais parce que c'est à ce niveau, il y a comme si on respectait un certain principe de parallélisme des formes. Autrement dit, c'est la forme exigée à la conclusion du contrat qui est cette même forme exigée durant la fin, ou plutôt au moment où le contrat prend fin. Donc, c'est les mêmes conditions de formation qui sont exigées pour aussi observer la fin du contrat. Autrement dit, un wali, ou plutôt un maoula, ne peut pas dénoncer en catimini le contrat de Douala. Il devrait le faire devant la Kaaba et en suivant à peu près les mêmes formalités. Donc, conditions de formation et fin, cela montre que oui, le contrat de Douala présente un certain nombre de caractères formels. Et en second lieu, les caractères matériels du contrat de Douala, parce que justement, c'est un contrat en A qui trouve ses causes dans des relations bilatérales. Autrement, c'est un chef de famille qui veut protéger un individu sans tribu, une sorte d'apatride. Donc, un chef de famille isolé d'une tribu veut assurer sa protection à un individu. Voilà les causes du contrat de Douala. La protection de l'individu, ou plutôt du wali, au bénéfice du maoula, mais en réalité, après avoir conclu le contrat crée des effets multilatéraux. C'est-à-dire que cela dépasse le cadre des deux parties au contrat. C'est en fait toute la tribu qui est engagée dans la relation contractuelle. Autrement dit, le principe de la relativité du contrat ne joue pas ici. C'est-à-dire que ici, c'est toute la tribu qui se trouve engagée par une relation en réalité bilatérale. Voilà en fait ce qu'on a voulu faire ressortir dans cette deuxième partie, et nous vous incitons à creuser davantage sur cette question à travers vos cours, à travers également les éléments bibliographiques. Faites des recherches, essayez de creuser davantage, parce que tout ne peut pas être dit dans le cadre d'une vidéo. Donc nous vous incitons beaucoup à faire des efforts, mais en tout cas, voilà d'une manière un peu compacte comment on voit la résolution de ce sujet, et nous espérons que ça vous a été d'une grande utilité. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler d'un autre sujet. Merci de votre attention.